pour moi, c'est une joie énorme de participer ou de venir lancer cet atelier à ce moment précis. Comme vous le savez, il y a sous peu, nous venions d'adopter au cours de la réunion du Comité national de pilotage du secteur de la santé, le BNDS, c'est-à-dire le Plan national de développement sanitaire et de prévoyance sociale, lequel plan venait de baliser les 10 prochaines années dans les domaines de la santé et de la prévoyance sociale. Et je suis content dans cette salle de voir que des représentants de la prévoyance sociale sont là. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à opérationnaliser la nouvelle dimension de notre ministère. Mesdames et messieurs, certes, il y a eu beaucoup d'appuis qui sont apportés par l'Union européenne et d'autres partenaires, mais nous restons un tout petit peu inquiets par rapport aux indicateurs apportés lors des dernières enquêtes qui venaient d'être publiées. Il y a l'EDS, enquête démographique de santé. Il y a aussi des débats, on a eu des enquêtes sur le problème de la malnutrition. Et donc, c'est dire que si je prends l'exemple de l'EDS, nous sommes tombés à 21% de couverture vaccinale dans des enfants complètement vaccinés. C'est très critique ces chiffres. C'est un chiffre qui nous rappelle les années 2015-2014. Donc c'est-à-dire que quelque part, même en termes de nutrition, on a vu que les choses n'ont pas avancé. Pratiquement un enfant sur deux reste en malnutrition chronique. Donc c'est dire que nous devions à un moment, au-delà de ce que nous faisons tous les jours, nous interroger au regard de ces indicateurs. Parce que ce sont des enquêtes qui sont certifiées et éprouvées au niveau international, pour lesquelles il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de discussion à mener là-dessus. Mais chaque fois qu'on a ce type de résultats, nous devons nous poser des questions. Et je dois rappeler aussi le contexte actuel avec ces nouveaux dispositifs qui s'est invité dans la mise en œuvre des interventions de santé, avec l'avènement de la couverture santé universelle. Donc c'est dire que le secteur de la santé est en pleine mutation, en pleine réforme. Donc il faudra un moment s'arrêter pour voir comment on s'arrime à tous ces dispositifs et pour être plus efficace et plus efficient possible. Je rappelle, nous avons 5 ou 6 établissements de facilitation de la couverture santé universelle. L'ANICNS, qui est l'Agence nationale d'ingénierie clinique et de l'informatique de santé, qui en fait se présente comme l'autorité des réglementations de toutes les questions de transformation numérique, de digitalisation dans le pays. Nous avons le fonds de promotion de la santé qui, bien entendu, devrait être compris comme étant le fonds d'investissement dans l'offre de soins. Nous avons le fonds de solidarité de la santé qui, en fait, n'est rien d'autre que l'assurance maladie. Et chez nous, ça sera l'assurance maladie obligatoire. Nous avons la COREP qui réglemente toutes les questions en rapport avec le médicament. Nous avons l'ARCESU qui est l'autorité, en fait, de réglementation et de contrôle de la couverture santé universelle. Et je ne sais pas si j'ai oublié un autre, il y en a qui par là. Donc c'est vous dire que nous devions un moment commencer à penser comment nous allons travailler de commun accord avec ces structures, parce qu'on n'a pas de choix. Ce sont des instruments de gestion, des instruments de mise en œuvre de la couverture santé universelle avec lesquels nous devons désormais travailler. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acquis dans le cadre de la mise en œuvre de projets comme des programmes comme ceux de l'Union européenne, avec les EIP, que je considère toujours comme étant les bras longs du ministère de la Santé.
qui se sont capacités suffisamment et qui devaient être capitalisés dans les dispositifs actuels pour nous assurer vraiment l'achat des prestations, le financement des soins au niveau le plus périphérique possible. Donc ici, cette réunion, de mon point de vue, devrait être comprise comme une opportunité de redevabilité pour essayer de voir les acteurs à différents niveaux, qu'est-ce qu'on a fait, où sont les gaps et comment on fait pour combler ces gaps. L'autre question importante pour laquelle je félicite énormément l'Union européenne, c'est l'avènement des nouveaux consortiums de l'assistance technique avec Ginger. Je crois que ça a toujours été l'une de nos préoccupations au niveau sectoriel, la fragmentation des assistants techniques. Parce qu'à un moment, on n'a pas une idée très claire, une visibilité très claire de savoir qui fait quoi et où, avec quel paquet, et qui est redevable et les livrables sont adressés à qui et qui évalue qui. Je crois que ça, nous avons pensé, de notre point de vue, c'est d'élever l'ancrage de ce dispositif au niveau du secrétaire général pour nous permettre d'avoir une vision très claire de ce qui se passe au-delà des programmes de l'Union européenne en termes d'assistance technique. Parce que ça aussi, je dois vous avouer, c'est des ressources énormes qui vont vers ces assistants techniques, mais in fine, on ne sait pas avec précision à qui ils délivrent, qui les évalue et comment ils sont même recrutés. Ça, je crois qu'on a discuté avec l'équipe de Ginger pour voir un peu désormais. On mettra un dispositif en place de suivi de toutes les assistants techniques pour être sûr qu'est-ce que ça représente et son impact sur les interventions dans les domaines de la santé à différents niveaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre toutes les équipes comme vous êtes là. Il y a ceux qui sont sur le terrain, au front, à la ligne de front. Nous allons profiter ici pour vous féliciter parce qu'il y a ceux qui travaillent dans les zones à risque où il y a des sérieux problèmes pour atteindre les bénéficiaires finaux. Je crois que c'est l'occasion pour nous, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, vous féliciter et vous remercier pour ce travail dans les conditions les plus difficiles pour essayer d'atteindre les personnes bénéficiaires. La situation des déplacés qui est une situation critique et dans lesquels groupes on trouve tous les indicateurs négatifs. Les enfants non vaccinés, les enfants en malnutrition, toutes les maladies infectieuses, ainsi de suite. Je crois que vous devez compter sur nous, sur l'administration de la santé pour vous accompagner. Et je voudrais ici rappeler que nous sommes en train de travailler pour renforcer le leadership des chefs de division provinciale. Le premier travail était de les sortir un peu de carcan des régionalismes et des tribalismes. On les a déplacés, ils sont devenus non originaires là où ils sont. C'est pour les libérer un peu de toutes les pressions locales éventuelles qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Et donc, ils seront de plus en plus présents, et je salue leur présence ici, pour faire en sorte que ces projets, ces programmes, quand ils arrivent sur le terrain, c'est le programme du gouvernement. Et le leadership va être mené par le chef de division provinciale qui est le patron de la province. Le médecin-chef de zone qui est le patron de la zone de santé qui est en fait l'unité opérationnelle de mise en œuvre de toutes les interventions. Donc ici, aidez-nous à faire ce travail. Nous n'allons pas accepter que le partenaire se plaigne en disant les médecins-chefs de zone ne sont jamais là, les CD on ne le voit jamais. Non, ça on n'acceptera jamais d'apprendre ce genre de choses. Vous ne pouvez pas continuer à implémenter les interventions sans que celui qui est le responsable, le répondant pays ne soit présent. Nous avons instauré des réunions mensuelles avec tous les chefs de division pour faire le point de la situation de la santé à travers le pays. Et on réussit à réunir les 26 chefs de division chaque mois pour faire le point de ça. Au niveau central, nous allons aussi renforcer la coordination des projets et des programmes. Parce qu'à un moment, on ne doit pas seulement attendre les réunions de coordination comme ça ou les réunions de revue pour
pour qu'on se réalise qu'il y a des gaps dans la mise en œuvre de certaines interventions dans certaines pays. On doit savoir qu'est-ce qui est mis à disposition, qu'est-ce qui a été absorbé et pourquoi l'absorption n'a pas été aussi suffisante que ça et qu'est-ce qu'on fait. Je crois qu'on va relever ces réunions stratégiques autour du secrétaire général pour que périodiquement on essaie d'évaluer la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Et en plus de cela, nous serons de plus en plus présents pour visiter, superviser le terrain. Il y a des provinces qui sont quasiment orphelines et qui ne devraient pas l'être parce qu'elles sont au même titre que les autres. Je parle surtout des provinces de Botouélé, Bazouélé de l'autre côté là qui, je ne sais pas s'ils reçoivent combien de superviseurs par an. C'est parfois des provinces qui sont oubliées. Et je pense qu'on fera de notre mieux pour qu'il y ait l'équité en termes de supervision, en termes d'appui, pour être sûr qu'on ne laisse personne à côté. Donc, je voudrais vraiment vous recommander que cette réunion de coordination soit une opportunité d'analyse à froid, sans embâche, sans complaisance, de la mise en œuvre des interventions juridiques. Que tous les partenaires se prononcent clairement par rapport aux défis qui sont les leurs sur le terrain. Donc vous avez la chance d'avoir toutes les personnes qui ont les décisions à ce niveau. Dites ce qui ne marche pas, dites ce que vous estimez n'est pas optimal en termes de fonctionnement et faites des propositions pour voir comment ensemble nous pourrions faire. Les programmes de l'Union européenne constituent un bras technique important d'appui à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Et voilà pourquoi cette réunion de coordination, de mon point de vue, revêt une importance capitale. C'est ce qui a justifié même que, sur l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, que je me sois déplacé personnellement pour vous adresser ces mots. Donc, pour nous, chaque occasion qu'on a de réunir autant d'experts, autant d'acteurs de terrain, c'est aussi l'occasion pour nous de passer quelques messages. Donc, nous sommes effectivement en pleine réforme. On a commencé par la réforme structurelle organique. Vous vous rappelez, on quittait les inspections provinciales de santé. On a dupliqué en division provinciale et inspection des structures, inspection, contrôle et la division provinciale de la santé pour assurer la mise en œuvre du suivi. Et on a fait cette permutation des CD. Nous allons procéder très prochainement à la permutation des médecins chefs de zone parce qu'il y a ceux-là qui sont devenus comme des chefs coutumiers. Et on est en train de réfléchir comment les faire avec le principe des bases en filigrane, ça sera être non originaire du territoire qu'on vous envoie. Et au regard du rapprochement de certaines provinces, nous sommes en train de réfléchir, de les faire dans les grands ensembles provinciaux qu'on a connus, les grands Kivu, les grands Bandundu, les grands Équateur, les grands Kasaï, les grands Katangou. Comme ça, tu peux quitter, mettre un chef de zone de Lubumbashi, je ne sais pas où. On t'envoie à Kalemi ou à Kamina comme un chef de zone. Tu peux quitter les Gounou ici, tu peux quitter soit à Kenge, on t'envoie à Kikwit par exemple. Ou tu peux quitter à Isangi, on t'envoie peut-être, je ne sais pas, Chopo ou quelque part, Kanalia, je ne sais pas, voilà. Donc c'est dire qu'on est dans cette logique pour essayer un peu de renforcer le leadership des zones de santé, les sortir aussi parce qu'ils sont victimes des politiques, ils sont victimes des clans, ils sont victimes de tout. Donc nous sommes dans ce process et je crois au plus tard, d'ici avant la fin de l'année, même au plus tard le mois d'octobre, ça sera effectif. Et donc préparez-vous à ça déjà. Alors un autre regard, c'est dans le cadre de la réforme de prestations. Comme vous le savez, la réforme hospitalière est aussi un des piliers importants de cette réforme au niveau sectoriel. Vous avez suivi récemment les nominations qui ont commencé à tomber sur certains hôpitaux et surtout les hôpitaux du niveau tertiaire.
ça va continuer et pour faire en sorte que l'hôpital qui a longtemps été oublié soit remis au centre. Parce que, comme vous le savez, la couverture santé universelle, c'est de faire en sorte que la population puisse accéder aux services de soins de qualité. Parce qu'il n'y a pas que les soins curatifs, mais je crois que les soins curatifs constituent la plus grande proportion possible. Donc il faut que l'hôpital, le centre de santé soit mis au centre. Et y apporter des appuis, et on verra, c'est que tous les appuis qui arrivent renforcent, au-delà du fait qu'on a mis beaucoup de moyens, si vous allez vous rappeler, dans les activités qu'on appelle les activités de santé publique, les activités de masse, des campagnes, ainsi de suite. Mais à côté, l'hôpital est quasiment vide, oublié, sans aucun appui. L'autre information que je tenais à vous apporter, c'est la nouvelle vision de renforcement de la santé communautaire. De tous les temps, le RECO a été considéré comme un agent involontaire, un bénévole qui, on le paye au prorata de la prestation qu'il délivre. Mais en réalité, nous sommes en train de changer cette donne-là. Aujourd'hui, ça sera un RECO professionnalisé. Donc c'est quelqu'un qui sera recruté comme relais communautaire, qui travaille, qui bosse tous les jours, avec un paquet de choses qui sera défini, un paquet de prestations qui sera défini, et même une rémunération assortie. Donc déjà dans le PNDS qui a été adopté, on a projeté 40 000 recours. Et ici, la réflexion, c'est autour de 500 familles par école. Donc on va avoir tester au fur et à mesure comment arriver à optimiser cette approche. Mais déjà, c'est le principe fondamental, c'est qu'il quitte du bénévolat et du volontariat à être professionnel. Alors, aussi, considérant tous les pléthores qu'on connaît dans les formations sanitaires, aujourd'hui, avec la médicalisation de la première ligne, vous trouvez dans les centres de santé 5, 6 mètres, même 10 mètres. Nous avons pensé, avec son Excellence Monsieur le ministre, des autres experts, que réhabiliter ou révaloriser, parce que ça n'a jamais été le cas dans notre pays, mettre un peu en exergue le médecin des familles. C'est dans ce cadre-là qu'au niveau communautaire, on aura sur les trépieds, d'un côté le médecin de famille, on aura de l'autre côté le relais communautaire professionnalisé qui sera identifié. Il aura sa technique, il aura sa trousse, avec un paquet de prestations bien définies, il sera formé là-dessus. Et on mettra aussi, bien sûr, il y a l'infirmier qui est là, mais pour les volets, renforcer le volet hygiène, on mettra dans le package, au niveau communautaire, le brigadier d'hygiène. Le brigadier d'hygiène, qui lui aussi, déjà même la norme est définie en termes de paquet de prestations, tout ce qu'il va faire, même un système d'information, que ce soit au niveau des relais, que ce soit au niveau des brigadiers d'hygiène. Donc ici, ce n'est pas des choses qu'on raconte, des choses qui sont déjà planifiées, qui sont déjà mises dans les nouveaux plans et qui, considérant le fait que le plan a été adopté, devrait commencer à être professionnalisé. Et puis nous allons demander à tous nos partenaires, l'Union européenne, parce qu'on est là, de s'adapter, de s'ajuster par rapport à cette nouvelle vision. Donc c'est vous dire que nous sommes en train d'aller vraiment de plein pied, d'opérationnaliser, passer à vitesse supérieure avec la couverture santé universelle. On a commencé avec le premier palier, la santé de la mère et de l'enfant, essentiellement les questions en rapport avec la gratuité de la maternité et les soins de nouveau-nés. Le gouvernement de la République, comme vous le savez, a donné le ton en déboursant 42 millions de dollars pour la ville de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est plusieurs pays en Afrique, sans les citer. Si nous considérons la population même des nations géographiques, le gouvernement a déboursé pour une année, c'est pour donner le ton. Et là, on a demandé aux partenaires de l'Union européenne, la Banque mondiale, l'USAID,
de FCDO et d'autres dans leur zone d'intervention qu'ils puissent intégrer cette dimension de la gratuité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite et maintenant qu'on va appliquer les modèles qui est fait au niveau de Kinshasa, mais on devra à un moment s'ajuster pour être sûr que nous utilisons les mêmes mécanismes. Alors, on a toujours parlé de fonds domestiques. Je crois que le gouvernement de la République fait des efforts énormes. Aujourd'hui, le budget, même qui est en cours, nous étions autour de 14% du budget alloué à la santé, qui est presque proche d'Abuja. Mais la question qui reste, c'est comment on utilise tous ces crédits mis à notre disposition. Et là, nous avons l'avantage, parce qu'il y a toujours des défis de la chaîne des dépenses, parce qu'il faut chaque fois vous engager, vous n'êtes pas sûr que la liquidation au niveau du budget se fera automatiquement. L'ordonnancement au niveau du ministère des Finances jusqu'à la Banque centrale pour le paiement, c'est exactement une chaîne, effectivement une chaîne qui est paraît par moments longue et difficile, et même parfois la qualifier vraiment d'un chemin de la croix. Mais de l'autre côté aussi des finances, il y a cette réforme des finances la loi des finances qui a autorisé que l'on passe des budgets des moyens au budget programme. Et donc, nous serons parmi le premier secteur à opérationnaliser le budget programme, essentiellement en ce qui concerne la déconcentration de l'ordonnancement. C'est-à-dire, tout se fera à notre niveau, nous allons engager à notre niveau. Moi, je suis l'ordonnateur délégué et le ministre est l'ordonnateur. Donc, il va jouer le rôle du ministre des Finances. Et donc, je crois que c'est en cours, c'est pas qu'on raconte. Déjà, dans mon bureau, on a installé tous les dispositifs électroniques, machines pour faire le suivi la chaîne de dépenses qui se fera à notre niveau. On est en train déjà de mettre des outils en place. Je crois que c'est une question de quelques mois et ça se fera tel que prévu. Donc cela va nous permettre effectivement d'augmenter nos capacités d'absorption ou d'utilisation des crédits. C'est vrai qu'on a encore un défi énorme, un programme financé par l'Union européenne, pour essayer de voir quelles sont les prochaines étapes pour optimiser tout ce qui est en train d'être fait. Vraiment, c'est l'un des financements qui s'aligne totalement derrière les priorités nationales et qui délivre vraiment des produits qui sont sur le terrain. On voit sur le plan des infrastructures, on voit sur le plan de tout ce qui est équipement et autres. Donc nous saluons ça et nous estimons, monsieur le chargé de la coopération, que les enveloppes, étant donné les besoins pays, sont énormes. Autant nous faisons des efforts en interne pour augmenter, autant aussi nous allons solliciter pour que les prochaines signatures du projet soient encore plus importantes que celles qui sont aujourd'hui. Et c'est en ces termes, tout en vous remerciant tous, que je déclare en fait ouvert le travaux de la réunion des coordinations des projets programmes financés par l'Union européenne et je vous remercie.